Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, initiative sur le plan local, national, avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Le sommaire, j'adore cette énergie. Le sommaire de cette toute nouvelle émission. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'histoire avec un grand H, s'il vous plaît. Focus sur un projet de lycéen qui a reçu le prix Histolab. Qu'est-ce que ce projet? Quelle est la portée de ce prix Histolab? Élément de réponse avec nos trois invités dans un instant. Comment enseigner au mieux l'histoire à l'école? Comment les élèves, collégiens, lycéens peuvent-ils enquêter pour mieux comprendre ces pans de notre histoire, bien comprendre les faits passés pour mieux comprendre les faits actuels, l'actualité? Élément de réponse, là aussi, dans un instant dans le MAG. Et puis dans le MAG, il y a bien sûr la loupe d'Alix. Oui, je vous parle d'Histoire Vivante, une association de passionnés basée en Côte d'Azur qui tente de rendre l'apprentissage de l'histoire plus attractif. Histoire vivante, le tout au pluriel, on voit ça tout à l'heure. C'est parti. L'expression orale avec nos invités, les voici, les voilà, je vous les présente sans plus tarder. Fred Benoît, Willy Bouzoumna. C'est ça. Jusqu'ici, j'ai tout bon, c'est bon, je me suis concentré. Ça va? Ça va, ça va. Élève de première, système numérique, SN. Au lycée Charles Péguy à Ézine, c'est où Ézine? Bah, à côté de Bordeaux. À côté de Bordeaux, mais tout le monde ne le sait pas, évidemment. Ah. Attendez, Ézine, Ézino, les gars. Autant pour moi. Et en même temps, c'est connu internationalement, un petit peu grâce à vous, grâce à toi et grâce à Jérémy. Salut Jérémy Laporte. Bien le bonjour. Jusqu'ici, tout va bien. Élève de première système numérique, toi aussi au lycée Charles Péguy à Essine. Et on est en Skype avec Aurora Ailenkai. Bonjour Aurora, merci d'être avec nous. J'espère que j'ai bien prononcé. Pourtant, j'avais répété juste avant l'émission. On est parfait, on est bien. Chef de la division de l'enseignement de l'histoire et directrice exécutive de l'Observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe. Qu'est-ce que cet Observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe, en quelques mots? En quelques mots, donc, comme le nom le dit, l'Observatoire, c'est un organisme du Conseil de l'Europe qui a été créé il y a 3 ans, donc c'est tout nouveau, mais qui complète les travaux sur l'enseignement de l'histoire au Conseil de l'Europe et vient avec une dimension supplémentaire, une dimension qui est celle de la recherche, des données, des faits, et qui est très utile, bien sûr, aujourd'hui, surtout quand on parle de désinformation, et ça, c'est un aspect qu'on privilégie dans l'enseignement de l'histoire. Donc ça, c'est l'Observatoire de l'enseignement de l'histoire. Et le projet Histolab, donc, puisqu'on se voit pour ça, c'est un projet joint avec l'Union européenne et le Conseil de l'Europe qui cible l'innovation dans l'enseignement de l'histoire. Il a été créé quand, ce prix Histolab? Et combien de participants? Le prix Histolab donc, fait partie du projet qui a été lancé en 2021. Et c'était la 2e édition de ce qu'on appelle les Journées de l'innovation dans l'enseignement de l'histoire, qui ont eu lieu à Strasbourg cette année, à Bruxelles l'année dernière. Et ce prix est attribué aux lycéens ou aux élèves du primaire. Il y a 2 tranches d'âge. Et pour l'édition actuelle, on a eu près de 500 candidatures de projets et idées des écoles de partout en Europe. Près de 500 candidatures. Et nous avons du coup 2 lauréats ici sur ce plateau aujourd'hui. Fred Benoît, tu as reçu ce prix, justement, tu es allé à Strasbourg récupérer ce prix? C'est ça, j'ai été membre du groupe qui a reçu le prix. Et ça représente quoi? Qu'est-ce qu'on s'en rend compte? On réalise ou pas forcément, on se dit bon, c'est une journée à Strasbourg, c'était cool et... Honnêtement, on peut compter ça aussi, mais honnêtement, ce que j'ai ressenti là-bas, j'étais assez étonné parce que c'est vraiment à une grande échelle, c'est toute l'Europe, quoi. Donc c'est à une assez grande échelle. T'avais une autre coupe de cheveux là ce jour-là, je vois. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Donc j'ai été pas mal étonné que mon groupe, représentant du coup des lycées professionnels, était sélectionné parce que malgré le fait qu'on ait eu beaucoup moins d'heures d'histoire géographique que pas mal des lycées généraux. C'est combien d'heures par semaine, du coup, d'heures d'histoire? On tourne dans les 3-4. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer quel est ce projet? Il est en plusieurs parties. Donc, ce qu'on veut faire, ce que notre lycée veut faire, c'est mettre en avant un camp d'internement... Enfin, c'est un peu de l'histoire locale, mais un camp d'internement à Mérignac, à l'ouest de Bordeaux. Ouais. Notre projet, c'est de le mettre en avant... De la Seconde Guerre mondiale, ouais. C'est ça, c'est de le mettre en avant avec 2 autres lycées, Léonard de Vinci et Marcel Dassault. Et, donc, c'est de le mettre en avant par plusieurs moyens.
Premièrement, en 2021, il y a nos anciennes classes dans notre lycée qui ont déjà commencé en posant une table d'orientation. C'est quoi une table d'orientation? Alors c'est simple, c'est une présentation du plan du camp, de l'ancien camp, et une autre classe de notre lycée l'a tout simplement élevé en 3D. D'accord. Ensuite, grâce à Marcel Dassault, on a pu voir avec eux pour faire la stèle, pour effectuer la pose de stèle directement à Mérignac. Malgré le fait que ça ne soit pas directement sur le camp, on a fait un peu dans l'à peu près. Comment vous l'avez localisé ce camp et surtout comment vous en avez entendu parler, Jérémy? Justement, c'est pas nous exactement qui l'avons localisé, c'est notre classe, justement. Et nous, on a notre classe, justement. Moi, je suis très concerné dans ce sujet parce que je représente un peu ma classe. Parce que ma classe, on est... mon groupe, personnellement, on s'occupe de créer le site internet qui sera relié, justement, avec cette table d'orientation, avec des petits QR codes, enfin un QR code, en l'occurrence. Du coup, ce site pourra apporter toutes les réponses qui ne sont pas directement présentes, justement, comme l'histoire du camp ainsi que l'histoire des déportés. Qu'est-ce qui vous a séduit, Aurora, dans ce projet? Qu'est-ce qui était novateur, innovant? Je pense que ce que ces deux jeunes hommes nous racontent donne la réponse à ça. Ce qui nous intéresse dans ce prix, c'est les idées innovantes, mais ce n'est pas lié seulement à des choses extraordinaires qu'on n'a jamais vues. Ce qui nous intéresse, c'est la manière dont on regarde l'histoire, le fait qu'on devient historien nous-mêmes, qu'on commence à faire de la recherche nous-mêmes, et qu'il y a une dimension également transversale, c'est-à-dire que ces élèves ne sont pas des élèves passionnés par l'histoire tous, des classes qui étudient donc l'histoire en particulier, mais des élèves qui sont des profils différents, de classes qui n'ont pas forcément l'histoire comme sujet principal, et pourtant ils se sont mis tous ensemble pour reconstituer ce camp d'internement. Donc cette dimension transversale, le fait qu'il y a une dimension pensée critique, on cherche l'information, on reconstitue l'histoire, on se met tous ensemble pour le faire, horizons différents, bien sûr backgrounds différents pour chacun, ça c'est quelque chose qui est très important pour nous. Ensuite le sujet, évidemment, parce que le sujet c'est la mémoire et la transmission de la mémoire est très importante. On a besoin aujourd'hui de travailler ensemble et de trouver des moyens pour intéresser les enfants, les élèves, les ados à l'histoire. Et c'est en fait un exemple, j'espère, pour ceux qui étaient présents à Strasbourg, mais également pour ceux qui nous voient à travers l'écran, à travers tous les articles qu'on publie dans les 46 membres du Conseil de l'Europe. C'est important que cet exemple passe au-delà de Bordeaux, au-delà de la France, puisque c'est toute l'idée de montrer des méthodes d'enseignement où l'innovation est facile finalement, il faut juste y penser. Fred Benoît, tu l'as dit, pour ce projet... Enfin, de manière générale, dans votre filière, il n'y a pas beaucoup d'heures d'histoire. Et pour ce projet, comment ça s'est passé? Vous avez d'abord été bien familiarisé avec le sujet, la déportation plus globalement, cette période de l'histoire, ou est-ce que d'emblée vous êtes rentré dans le vif du projet, quoi? Alors, tout d'abord, on a déjà été... du moins, nos professeurs nous ont un petit peu présenté le projet, ils nous ont enseigné, ils nous ont enseigné en général le principe du projet. Ensuite, faut savoir que en général, tout ce qu'on a fait dans le projet, ça a été un petit peu comme une forme d'enseignement parce qu'avant de le transmettre, on a dû l'apprendre, on a dû se renseigner sur pas mal de sites internet, etc., etc. Donc on a quand même pas mal appris pour le faire, pour l'enseigner. Comment se passe, Jérémy, ce travail d'enquête? Parce qu'effectivement, Aurora parlait de la recherche, c'est de l'enquête. Un travail d'équipe, j'imagine. Ouais, c'est ça. Chaque semaine, en fait, on a 2 heures de... Ça s'appelle la... Du chef-d'œuvre. Ouais, merci. Le chef-d'œuvre, justement, on a 2 heures de chef-d'œuvre par semaine, en plus des 3 heures d'histoire à peu près. D'accord. Du coup, justement, nous, notre projet, justement, c'est de créer le site internet, mais à part ça, c'est aussi de faire des recherches sur les déportés, un peu l'histoire des personnes qui ont été dans le camp. Et, il y avait qui dans ce camp d'internement, justement? J'ai un trou sur le nom, je sais que... Alors, dans le camp, il y avait des otages, il y avait des républicains espagnols et surtout pas mal de juifs et nomades. Je sais qu'il y avait 2000 juifs
qui sont, si je dis pas de bêtises, 2000 juifs qui ont été déportés du camp de Mérignac au camp de Drancy, puis au camp, enfin non, pas au camp de Drancy, mais de Drancy à Auschwitz-Birkenau. Et à Auschwitz-Birkenau ensuite. Justement, est-ce que vous aviez tous les deux une appétence, un intérêt pour l'histoire avant de commencer, avant de mettre les pieds dans le plat, je veux dire, les pieds dans ce projet? Toi, Jérémy? Pas spécialement, mais depuis justement le projet chef-d'œuvre, en lien avec la table d'orientation et voilà. Je me suis. C'est qu'on commence à s'y intéresser quand ça devient concret, quand on commence à faire ses recherches. Quand on peut concrètement apporter quelque chose au projet, on s'y intéresse davantage. Enfin, personnellement, en tout cas, c'est comme ça que j'ai vu le projet. Je sais pas pour Benoît. Benoît. C'est à peu près la même chose, hein, honnêtement. Je suis pas un grand fan de tout ce qui est histoire, mais c'est le projet qui a commencé à m'intéresser au fil du temps. On commence à aimer de plus en plus la matière. Et alors du coup, c'est 5 heures par semaine au final, 3 plus 2, c'est ça? Mais c'est un travail au final de tous les instants, j'imagine. J'imagine que c'est un projet au long cours et qu'on y pense un petit peu tout le temps, non? Comment ça se passe? On se rejoint après les cours, on avance de son côté? C'est ça. En plus des 5 heures par semaine, oui, évidemment qu'on travaille hors des heures de cours, évidemment qu'on se synchronise sur ça, etc., etc. Quelles compétences on développe? Toi, tu me parlais du site internet, du coup Personnellement, à la base, je ne m'occupais pas du site internet. Justement, je faisais mes recherches avec mon groupe aussi. D'accord. Et puis ensuite, j'ai décalé vers un autre groupe qui s'occupe principalement du coup, du site internet. Du coup, on développe des capacités à tout simplement refaire des recherches sur quel site est accessible au niveau financier. Et voilà, après, il y a aussi les petits détails, j'ai envie de dire, par exemple, comment les bases du site, du genre... Fabriquer un site. C'est ça, exactement. Oui, parce qu'on rappelle que vous êtes en première, élève de première en système numérique. Justement, comment on fait le lien entre l'histoire et ce que vous apprenez au quotidien avec toutes vos matières? On arrive à faire le lien, justement, à chaque fois, avec ce projet? Justement, c'est grâce à cela, c'est grâce au projet de la mise en place du site internet et nos compétences dans les services numériques qu'on a apprises au fil du temps, qui nous permettent de faire le lien entre les deux. Aurora, vous dites que ce prix n'est pas seulement une récompense pour les écoles, pour les élèves, que ça va bien au-delà de ça, c'est-à-dire? C'est, je pense aussi une récompense pour nous parce qu'au Conseil de l'Europe, on est un peu loin des citoyens si nous ne passons pas par ce dialogue direct. Donc, je les entends parler, ces jeunes, et on se dit toujours que finalement, l'histoire n'est pas seulement un exercice académique, c'est exactement les compétences qu'on veut transmettre à travers le travail du Conseil de l'Europe. Et c'est notamment l'esprit critique, c'est se former pour devenir un citoyen responsable, informé, critique, donc et contribuer aux démocraties. Et il y a dans cette participation dans le concours Histolab, et pas seulement, il y a une participation directe des jeunes et une réponse au questionnement d'aujourd'hui qui est finalement où est-ce qu'on place l'apprenant, l'élève, dans toutes les interventions qu'on fait. Et au Conseil de l'Europe, la dernière stratégie d'éducation du Conseil de l'Europe place l'apprenant au centre de toutes les interventions. C'est l'apprenant d'abord, learners first. Et donc, avec tout ce que nous faisons, le travail avec les décideurs politiques, avec les États membres, les ministères de l'Éducation, etc., passe également par un côté pratique et une réponse qui vient directement du citoyen, dans ce cas-là de l'élève. Et c'est très important pour nous. Voir qu'il y a une mobilisation et que toutes ces compétences se mettent en œuvre de manière transversale dans un lycée qui n'est pas forcément un lycée littéraire, humaniste, qui étudie l'histoire, etc., c'est extraordinaire et pour nous, c'est un exemple à montrer aux autres, puisque l'histoire ne doit pas faire partie seulement des cours spécifiques sur l'histoire, mais devrait s'enseigner de manière transversale, exactement comme ils le font eux-mêmes. Aurora, je vous laisse réfléchir à une question éventuellement pour Fred Benoît et pour Jérémy. Alix? Oui, non, Aurora, vous le disiez, l'histoire, c'est pas simplement une discipline académique. Vous pensez que c'est une discipline à part et que c'est un rôle central dans la construction des jeunes ?
Je pense oui. Je disais que c'est pas juste un exercice académique dans le sens où on ne l'apprend pas seulement en classe d'histoire et puis on reste avec les connaissances et de là éventuellement à le lier à des compétences qui puissent être liées à l'apprentissage de l'histoire. Je pense que c'est quelque chose qui devrait faire partir de nous, la connaissance du passé, la manière dont, en connaissant le passé, nous, en tant que citoyens, on se projette dans le futur, on vit le présent. Et c'est pour cela que ça va au-delà d'une classe à l'école et touche au bien-être de chacun d'entre nous. Se connaître, connaître l'autre, comprendre pourquoi le passé commun, par exemple, en parlant de l'Europe, le passé commun des Européens inclut des passages difficiles, des passages séparatistes qu'il faut comprendre. Il faut faire la paix avec ces moments et puis voir comment cette diversité justement européenne qui est construite sur un passé qui n'est pas toujours positif aujourd'hui peut nous permettre de vivre ensemble, de vivre en paix et continuer à construire une identité européenne dans laquelle on se retrouve tous. Et il y a un élément important, si je peux me permettre, les journées de l'innovation dans l'histoire et le prix Histolab, ça a des thématiques. Donc cette année, la thématique était les voix sous-représentées dans l'histoire ou les histoires marginalisées. Et c'est là aussi où c'est important de voir qu'il y a eu une mobilisation incroyable des jeunes sur le sujet, beaucoup plus par exemple que l'année dernière où la thématique était plus commune. L'innovation dans l'histoire, comment vous imaginez-vous les classes d'histoire, comment aimeriez-vous être enseignés. Cette année, ils sont allés dans le contenu et ils ont attaché tout ce qu'ils ont traité, les élèves, à l'histoire, au passé et au fait que la société égalitaire telle qu'il la conçoit, telle qu'elle s'imagine, est très importante pour pouvoir justement maintenir la démocratie, la paix et s'entendre aujourd'hui. Benoît, en quoi ce devoir mémoriel t'a changé? Il y a eu un avant et un après, j'ai l'impression d'avoir pris conscience de certaines choses. Alors, ça fait grandir au final. Honnêtement, ce projet a pas mal changé mon point de vue sur le sujet en général, parce que c'est justement grâce à nos différentes leçons qu'on a apprises sur ce sujet. Et aussi grâce à notre voyage en Pologne, là où on a pu voir le lien entre l'histoire locale et l'histoire globale. Donc ça nous fait un petit peu réaliser à quel point on n'est pas seulement spectateur, mais aussi acteur de ce qui se passe dans l'histoire. Jérémy, ça t'a changé, toi? Personnellement, oui. Surtout depuis le voyage en Pologne à Auschwitz-Birkenau, j'ai pu réellement prendre conscience, vraiment de mes propres yeux, à quel point cet événement a marqué le monde en général. Il y a aussi la séquence avec, et Alex en parlait tout à l'heure, de cette modélisation. Vous avez modélisé le camp. Dans quelle mesure c'était important justement et ça ressemble à quoi? Comment vous y êtes pris? Alors, pour modéliser lors de la modélisation du camp, je tiens à faire savoir que ce n'était pas notre classe qui travaillait sur ça, c'était une classe précédente dans notre lycée. Donc je ne pourrais pas détailler ou préciser comment ça s'est passé. Toi, tu t'es aussi occupé du site? Oui, mon groupe s'occupe de l'hébergement du site. Donc, en résumé, toute notre classe, là, actuellement, travaille sur la mise en service du site internet et la finalisation, normalement, si tout se passe bien. Mais comment la collaboration, elle se fait entre parce que vous êtes 3 lycées à avoir planché sur le projet. Comment la collaboration se fait? Est-ce que vous interagissez entre lycées ou pas spécialement? Est-ce que tout est bien réparti et chacun a sa tâche? Alors, nos 3 lycées ont pas mal communiqué, surtout lors de la pause d'Estelle, car la mise en service du site internet s'effectue que dans notre lycée, car les autres lycées n'étudient pas les mêmes compétences que nous. Donc, je tiens à dire que tout ce qui se passe lors de la mise en service du site internet ne concerne que notre lycée pour l'instant. Est-ce que tous les deux vous avez été interpellés parfois par des habitants de Bordeaux ou de Mérignac ou des professeurs qui ne connaissaient peut-être pas l'existence de ce camp et qui ont été surpris d'apprendre ce pan de l'histoire à quelques kilomètres de chez eux? Pas forcément? Non, pour l'instant, ça ne nous est jamais arrivé. Mais par la suite, pourquoi pas. Probablement. Alors,
Probablement ce genre de personnes réalisent et se rendent compte de l'importance du projet seulement lorsqu'ils voient la pose de stèle qu'on a faite, qu'on a effectuée l'année dernière. Donc c'est vrai que ça en surprend plus d'un, mais c'est comme ça. C'est l'heure de la loupe, et la loupe c'est avec Alix. À peine le temps de boire une gorge d'eau, ma chère Alix. Focus sur Histoire Vivante, au pluriel, une association de passionnés basée sur la Côte d'Azur qui cherche à rendre l'apprentissage de l'histoire aussi captivant que divertissant. Oui, et au-delà de l'histoire, c'est la connaissance du patrimoine que l'association souhaite rendre plus accessible et plus attrayante. Pour ce faire, Histoire Vivante propose des immersions dans le passé sur mesure. Et parmi les actions phares, il y a Quartier d'Histoire. Elle s'adresse aux adolescents habitants des quartiers prioritaires, âgés de 11 à 17 ans. L'objectif est de créer des liens entre ces jeunes et les lieux culturels de Nice en leur offrant des aventures immersives dans des musées ou des bâtiments historiques. Cette année, les adolescents ont même pu profiter d'un concert baroque au cœur du musée du Palais Lascari à Nice. Et en plus des initiatives, Histoire Vivante propose des séjours en montagne, par exemple, à la recherche des secrets de Masca. Masca signifie sorcière. Les membres de l'association sont tous issus de l'animation spécialisée et de l'éducation populaire. Chacun est doté d'une spécialisation artistique, que ce soit le cinéma, l'histoire de l'art, le théâtre ou la musique. Histoire Vivante semble inspirer des vocations aussi. C'est le cas de Yannick et Amjad, qu'on voit sur la photo, deux adolescents qui participent aux actions de l'association depuis des années. Ils passent désormais leur BAFA pour devenir notamment animateurs de jeux. On écoute Amjad. Au début, j'étais joueur, donc je participais à leur jeu immersif. Donc c'est un jeu immersif, pour être rapide, c'est un jeu où les enfants vont être nuit et jour dans le jeu. C'est-à-dire qu'ils vont être, si on est à l'époque romaine, ils vont être des Romains. Ils vont incarner les personnages qu'ils vont jouer et interpréter. Et maintenant, j'ai fait ça une année. Et après, j'ai commencé vraiment à faire dans l'organisation des jeux eux-mêmes, avec Vincent et Mélina. Donc on va souvent dans les lieux. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on travaille la forme et le fond. Donc pour travailler la forme, Vincent va s'occuper de tout ce qui est scénaristique, et pour travailler le fond, on va vraiment, toutes les personnes qui vont participer de près ou de loin, on va par exemple étudier les lieux qu'on va visiter, on va étudier l'histoire qui les compose pour vraiment pouvoir faire un jeu sur mesure, ça toujours, un jeu sur mesure pour les enfants, et pour que ça soit historiquement parlant exact. Benoît, Jérémy, ça vous parle l'immersion, le jeu de rôle pour apprendre l'histoire? Est-ce que ce serait un bon outil? Est-ce que c'est ce qui peut manquer dans la pédagogie aujourd'hui, l'enseignement de l'histoire? Probablement oui, mais je n'ai pas grandement vécu ce genre de jeu de rôle, donc je ne pourrais pas... Mais ça ne t'attire pas spécialement, quoi? C'est ça, c'est ça. Moi, je pense que ça serait une bonne idée auprès des jeunes comme nous de mettre ce genre de pratique en lien avec l'histoire. Je pense que ça serait une bonne initiative. Aurora, quel est le rôle des enseignants, justement, dans ce prix Histolab? Ils sont un peu en retrait et en même temps, ils doivent être partie prenante. Et comment ils font? C'est plutôt cela, oui, ils sont un peu en retrait. Donc, c'est vraiment le moment des élèves. On l'annonce, ils doivent être encadrés par des enseignants. C'est des écoles qui participent, mais c'est des groupes d'élèves et les élèves eux-mêmes qui doivent avancer les projets. Ensuite, il est évident que les élèves qui participent à ce prix, ils ont des enseignants ou des éducateurs qui sont très intéressés ou qui ont trouvé des méthodes intéressantes d'enseignement, ou qui sont venus eux-mêmes également avec des projets, avec des idées qui ont intéressé les élèves. C'est toujours en binôme que ça se passe. Il n'y a pas que l'élève sans l'enseignant ou que l'enseignant sans l'élève. Quand on parle de l'éducation, évidemment, on parle des deux. Et malgré le fait qu'ils étaient plus en retrait, ils ont un rôle très important à jouer dans la transmission des connaissances et dans les méthodes qu'ils proposent à l'école pour que ces connaissances historiques passent et soient acceptées ou comprises par les élèves. Aurora, après 2-3 ans de recul, est-ce que vous avez pu identifier, grâce à ce prix Histolab notamment, des méthodes efficaces pour enseigner l'histoire? Parce qu'on rappelle que ce n'est pas qu'en France, hein, cela concerne bon nombre de pays.
Oui, certainement, il y a des méthodes qui passent beaucoup mieux que d'autres, mais je vais revenir surtout à quelque chose qu'ils ont mentionné les élèves eux-mêmes, c'est l'histoire locale et le sentiment d'appartenance que les élèves peuvent avoir quand on parle d'histoire. Si l'histoire est trop éloignée d'eux et que ça ne parle pas, ça n'a pas un lien vraiment avec leur réalité, avec leur environnement, c'est très difficile finalement de leur faire accepter qu'il faut apprendre par cœur des dates, des noms, etc. Même pour l'histoire ancienne. S'il y a un vrai lien, si on part de quelque chose de leur famille, de leur communauté, de leur ville, de leur environnement, ça passe beaucoup mieux parce qu'il y a un intérêt qui est éveillé à ce moment-là et qui leur permet de vouloir savoir plus, qui entraîne une curiosité chez l'élève qui ensuite, évidemment, peut être beaucoup plus intéressé que s'il devait apprendre quelque chose de manière automatique. Donc, le fait de connecter l'histoire avec la réalité des élèves, c'est une des méthodes qu'on promeut et qui montre son succès. Ensuite, il y a des méthodes un peu plus modernes. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'apprendre l'histoire à travers des jeux vidéo, à travers TikTok, à travers donc tout ce qu'on a sur les réseaux sociaux. Ça dépend. Là, c'est l'enseignant de nouveau qui a un rôle très important. C'est l'élève rechercheur, l'élève avec un esprit critique là, qui a un rôle très important parce que là, il faut vraiment faire aussi le tri de l'information, savoir où se servir avec l'information, comment la choisir et comment l'utiliser. Ça donne quel type d'échange avec vos profs d'histoire, du coup? C'est quoi les questions qui reviennent? Vous avez un lien particulier maintenant avec votre prof d'histoire? Je dirais que oui, parce que déjà, avec le voyage en Pologne, ça nous a rapprochés, et surtout avec le projet, maintenant on se sent écouté par les professeurs, surtout qui nous accompagnent dans le projet. Ça donne lieu à des débats aussi parfois? Comment ça se passe? Des fois, oui, lorsque l'on ne s'entend pas très très bien sur... ça arrive jamais, ça. Ou sur différentes manières d'établir le projet, ça arrive, ça doit arriver. Le travail d'équipe. C'est ça. Yaxad, vrai, félicitations. Encore bravo pour ce prix Histolab et je n'ai pas précisé, mais je veux le dire que ce projet a également reçu le prix départemental du chef-d'œuvre de l'Académie de Bordeaux et s'est également illustré au niveau national en remportant le prix de l'industrie de la Fondation Colbert Institut de France dans la filière baccalauréat professionnel en 2023. Encore bravo à tous les deux. Et un grand merci à Aurora Ailinkai. C'est délicieux comme nom, j'adore. Et votre français parfait. Merci beaucoup Aurora d'avoir été avec nous et de nous avoir consacré 30 minutes de votre emploi du temps qui est ô combien précieux et millimétré, je le sais. J'espère vous revoir très vite. Pourquoi pas en plateau, à Paris. Merci. À très bientôt et encore bravo à tous les deux. Et pour mon plus grand bonheur, j'ai le plaisir de retrouver Alix. Dès demain pour de nouvelles aventures. Domani. Ciao.